Bon, étant donné que le mois précédent a été très chargé, notamment à cause d'un certain Star Wars, des tops et des flops et de pas mal de sorties, ce rattrapage sera donc sous le signe de décembre 2019 et de janvier 2020. Donc on va pas perdre plus de temps et on va tout de suite foncer dans les quelques films qu'il y a à rattraper. Il y a beaucoup de mythes du cinéma qui sont repris aujourd'hui dans les productions, que ce soit américaines ou même françaises. Et j'ai l'impression que l'animation essaye vraiment, entre guillemets, d'utiliser une certaine carte de l'originalité dans le genre. Vernon et Tiernan, qui avaient déjà offert au 7e art le délirant et fumé Sausage Party, nous embarquent dans une version assez simplette mais toujours aussi délirante des personnages de Charles Addams, pour une œuvre d'animation qui ne sonne pas forcément comme un objet de cinéma neuf ou original, mais assez frais pour le coup. Difficile de voir si le long métrage est vraiment fait pour les enfants ou s'il essaye également de convaincre les adultes à côté. En tout cas, une chose est sûre, il est indéniable que les deux auteurs ont cherché à proposer une lecture assez jouissive et délurée de la famille, sans forcément tomber dans le plagiat des films de Sonnenfeld, mais simplement une version qui soit dans l'air du temps et dans l'esprit du studio Illumination Entertainment. Un petit moment d'animation plutôt sympathique, pas original pour un sou, faut être honnête, et loin d'être parfait, mais c'est drôle et amusant. Donc du coup, le film suivant est tout à fait lié, parce que si la famille Addams donc s'inspire d'un autre film, le long métrage ici présent essaie lui de s'inspirer d'un genre qui fait partie du cinéma. Pour le coup, Bruno et Quayne ont choisi de baser leur film sur le concept d'un long métrage d'espionnage parodique mais surtout extrêmement bien réalisé, comme s'ils souhaitaient mettre en scène un Mission Impossible ultime. Et du coup, même si on voit les ficelles de pas mal de facilité, c'est quand même complètement et magnifiquement jouissif. On saluera bien évidemment le fantastique travail de mise en scène des deux réalisateurs de chez Blue Sky, qui nous offrent une prouesse visuelle digne des plus grands films d'espionnage, et on saluera aussi l'audace de ne pas trop baser leur film sur le concept du pigeon, ce qui marchait en court métrage, mais qui aurait clairement laissé le long métrage un peu face à lui-même si les deux auteurs et metteurs en scène étaient allés uniquement dans cette direction. Mais non, et heureusement d'ailleurs, parce que le trip est savoureux et jouissif à souhait, et c'est un plaisir de le voir en famille. Au sein de la production audiovisuelle française, j'ai l'impression qu'il y a tout un petit groupe d'auteurs qui trouvent ça sympathique de se complaire dans une fascination un peu louche autour de l'être humain, mais de manière très vague et assez bizarre en plus. Pour le coup, Pascal Bonitzer fait clairement partie d'une longue vague de cinéastes français qui ne savent plus vraiment comment raconter leurs histoires, et qui se perdent dans des compositions dramatiques et cinématographiques non pas forcément vaines, mais assez inutiles dans leur genre, et ce long métrage, au pitch accrocheur, est à cette image. Une œuvre qui aurait pu être vraiment prenante, mais en sachant que Sarah Giraudot en fait ici des caisses, et n'est quasiment jamais crédible, Dieu Vauchel ne parvenant pas de son côté à rattraper tout cela, on sent que Bonitzer du coup se contente un peu de suivre son idée de base, ne cherche jamais à la transcender et donne lieu à une œuvre franchement ridicule et par moments assez pathétique dans sa composition. On a là un parfait exemple du film d'auteur, lourd, pompeux, assez inutile, et qui sert à rien presque au bout du compte. Et donc, après 2 films d'animation, le troisième ici présent vient presque aborder la dernière forme de cinéma d'animation qu'il reste, celle réservée aux tout petits. J'en ai vu des sombres films allemands ou flamands d'animation qui n'avaient pas du tout d'intérêt, mais pour le coup ce long métrage réalisé par le trio Wells, Welker et Ménard est plutôt sympathique. Attention, plutôt sympathique, parce qu'il ne faut pas non plus se voiler la face, cela reste un long métrage avant tout fait pour les enfants, sans grandes ambitions, avec une bonne idée de base, mais pas grand chose de plus à se mettre sous la dent pour le coup. Et pour autant, est-ce que l'on a envie d'en demander plus? Eh bien pas vraiment. Et pour le coup, cela nous suffit amplement et donne lieu ici à un petit film tout à fait sympathique, ne cherchant pas forcément à en faire des caisses, mais juste à nous embarquer dans la bonne histoire, de la bonne manière, mais avant tout pour conquérir les plus jeunes. Et parfois, tout simplement, ça fait du bien de voir ce genre de métrage, pas forcément fait pour les adultes, mais avec un joli message à la fin et une animation qui passe. Surtout dans les campagnes de promotion, et surtout quand il s'agit de mettre en avant un film qui sur le papier n'est pas très original, mais qui dans sa forme pourrait le devenir. Vendu de manière un peu bâtarde, comme étant l'enfant des frères Russo, alors qu'en fait pas du tout, ce long métrage d'action aux accents sous tension particulièrement inspirés s'avère être en fait la nouvelle réalisation de Brian Kirk, auteur de plusieurs séries anglaises, qui nous offre ici un polar assez bien ciselé et joliment emballé.
Difficile pour autant de ne pas voir les grosses ficelles assez classiques d'un tout qui ne résonnent pas comme étant purement et simplement convenu. Mais honnêtement, pour ce qu'il est, le long métrage du cinéaste s'avère être simplement un joli divertissement. Assez bien foutu pour le coup, qui brille avant tout par la présence charismatique de Boseman, qui parvient à tenir le long métrage de bout en bout avec une grande classe. Reste que franchement, au bout du compte, même si c'est divertissant et sympathique, c'est pas brillant en termes de cinéma ou d'action pure en fait. Mêler histoire et fiction, ou si on veut en un sens, histoire de l'humanité et cinéma, c'est quelque chose qui demande un tact certain, et parfois c'est très difficile à amener au sein d'une œuvre. Mais Bill Condon semble tellement surprenant dernièrement dans ses choix de création qu'étrangement, que ce soit dans la forme ou dans le fond, ce thriller sous forme de romance septuagénaire donne lieu à une œuvre haletante et intense, qui joue extrêmement bien avec nos attentes et avec notre émotion par la même. Sans trop rentrer dans les détails pour ne pas trop vous en révéler, il est indéniable que le long métrage que nous offre le cinéaste est une perle du genre. Une vraie proposition de cinéma presque genrée qui tient avant tout le coup grâce à un duo de têtes d'affiche tout simplement éblouissant et fulgurant, Mirren étant extraordinaire et McKellen toujours aussi charismatique, portant le long métrage avec grâce jusqu'à un retournement final juste génial. Une œuvre donc surprenante, réellement surprenante et assez jouissive à regarder, qui nous embarque dans une histoire à suspense qui fait vraiment du bien en fait. Au sein du monde du documentaire, certains sujets semblent sur le papier très accrocheurs, simplement parce que on a l'impression qu'ils n'ont jamais été abordés. Jean-Michel Bertrand nous offre ici un voyage, une œuvre simple et sympathique sur sa passion peut-être un peu trop présente dans sa vie, mais une passion tout de même, les loups. Pour une œuvre qui donne lieu à un magnifique parcours humain et délicieux, où un homme veut comprendre ces animaux majestueux, craints, parfois même effrayants pour certains, mais avant tout menacés justement par l'homme et ses croyances. Bien plus qu'un joli documentaire, l'auteur et réalisateur réussit surtout à nous faire comprendre avec une douceur folle à quel point le loup a souvent été jugé trop vite et pas assez compris, et du coup, nous offre un émouvant parcours où il cherche à comprendre ces loups et ainsi à nous reconnecter avec un animal qui a besoin d'une seconde vie auprès de l'œil humain. Du coup, même si ce documentaire sur le papier était clairement fait pour la télévision, je trouve qu'il a plutôt bien sa place dans les salles de cinéma. La famille est en ce moment un sujet brûlant qui passionne de nombreux auteurs et ce n'est clairement pas les sorties du mois de janvier, y compris ce film, qui vont me faire dire le contraire. Et dans le genre, le long métrage de Jezabel Marquez s'inscrit dans un cinéma familial particulièrement touchant et qui ne réussit peut-être pas forcément à être une œuvre très originale, mais dans son genre, il y a une vraie tendresse et une vraie émotion qui se dégage de ce métrage extrêmement tendre et touchant, duquel on ressort avec une vraie sensation d'affection pour les personnages. Soyons honnêtes, le film doit avant tout cela à la performance extrêmement surprenante de Chantal Lobby, mais surtout à la prestation très sincère de Camille Chamou, juste parfaite dans le rôle de la maman, apportant beaucoup au métrage et rappelant peut-être tout simplement que parfois le cinéma, c'est avant tout une question d'émotion, et que même si derrière c'est très cliché, on est tout de même totalement emporté par l'histoire, si l'émotion est là. Donc au bout du compte, même si son film est extrêmement grossier et pas toujours très original, Marquez arrive à nous toucher avec une certaine grâce. Bon, celui-là, clairement, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui attendaient mon avis dessus. Mais j'y peux rien, il est sorti le 1er janvier, et le 1er janvier, j'étais en train de décuver. Et du coup, ce gros favori aux prochains Oscars est clairement une œuvre ambitieuse pour la réalisatrice américaine Greta Gerwig, qui adapte l'un des romans les plus cultes de l'auteure américaine Louisa May Alcott, pour un moment de cinéma qui pourra en déstabiliser et en déboussoler plus d'un, par un aspect très classique et convenu d'écriture et surtout sa longueur assez démesurée. Mais derrière tout cela se cache une réelle ambition de la part de la cinéaste américaine, dans l'écriture, dans les personnages, dans le jeu avec la mise en scène et le travail de reconstitution, et bien évidemment par son message féministe assez important et nécessaire encore aujourd'hui, qui parvient totalement à se fondre ici dans le métrage et à donner lieu à une œuvre profondément touchante et émouvante, même si cela aurait pu être un peu plus court. Mais voilà, au bout du compte, malgré tous ces petits défauts, c'est le style de Gerwig qui transpire du début à la fin de ce métrage. Et personnellement, j'aime beaucoup. Certains personnages entre guillemets de l'histoire fascinent malheureusement après leur mort. Et pour certains, il semble important de mettre leur travail en avant, pour d'autres,
c'est même essentiel. Ainsi, la réalisatrice Mariana Otero décide de se plonger à bras-le-corps dans le travail de Gilles Caron, célèbre photographe disparu du jour au lendemain au tout début des années 70 et qui laissa un travail colossal derrière lui, reconnu aujourd'hui comme l'un des photographes les plus talentueux du monde. La réalisatrice cherche à comprendre son voyage, l'impact qu'il a eu sur ceux qu'il a su capter au bon moment et surtout l'importance de sa photographie au fil des décennies et son héritage aujourd'hui, presque un demi-siècle après sa mort, pour une œuvre tout simplement bouleversante, pas toujours très subtile dans sa forme et un pathos un peu trop poussé, mais franchement, rien que pour Caron, le documentaire d'Otero vaut largement le coup d'œil. Un film qui parvient à capter l'homme avant tout, mais avant tout l'artiste et son impact. Un film qui parvient à mettre en relief assez bien l'homme, mais surtout à montrer l'artiste et l'impact qu'il a eu au fur et à mesure des décennies. Bon, il y avait quand même quelques films à rattraper, mais on est clair pour le début de cette année 2020. À voir si les mois suivants seront aussi gorgés de sorties à rattraper. Mais d'ici là, n'oubliez pas ce que je dis à chaque fois dans cette émission, ce n'est pas parce que l'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais.